Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux aider les professeurs de musique. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 8e épisode du balado Le Musicien Stratégique, le 8e épisode de la saison numéro 1, mais le premier épisode que je consacre à l'enseignement. Il y en aura plusieurs autres, je vous le promets. D'abord, vous entendiez une pièce différente en guise d'introduction. D'habitude, pour les épisodes que je consacre à la pratique instrumentale, vous m'entendez jouer, votre humble serviteur, la pièce Anne Malvina du compositeur hongrois Johann Kaspar Merz. Cette fois-ci, vous entendiez un compositeur tout québécois qui a 12 ans. Un de mes élèves, en fait, Thomas, qui a composé cette pièce qu'il a appelée Rainbow and Monochrome, et donc une pièce qu'il a composée au courant de l'automne. Et lorsque je lui ai proposé que sa pièce devienne la chanson thème du podcast lorsqu'il sera question de pédagogie instrumentale, bien évidemment, ça l'a intéressé. Il a poursuivi le projet, peaufiné la composition et enregistré ceci à la maison avec son père, donc son père Martin. Et je trouve ça intéressant. En fait, je trouve ça important de commencer en vous présentant ceci, le contexte de la pièce, parce que il y a, selon moi, plusieurs éléments importants dans ce projet-là qui sont souvent liés avec une motivation chez les enfants à poursuivre les leçons de musique. Donc, d'abord, c'est une composition. C'est une composition personnelle dans laquelle j'ai eu, je vous le jure, aucune implication. Thomas a l'oreille absolue. C'est sûr que ça peut aider pour composer, mais c'est un fan absolu du logiciel MuseScore. Tout ce qu'il entend, il l'écrit, il compose constamment et ses compositions m'impressionnent tout le temps. Donc, des compositions avec lui, ce que je trouvais important, ce que je trouve important de mentionner, en fait, c'est que Thomas, c'est un bon guitariste et c'est surtout un excellent compositeur. Donc, si je m'étais cantonné à juste faire de l'interprétation, ce que parfois on fait souvent les enseignants parce qu'on a été formés comme ça, on a été formés en interprétation la plupart du temps, on a un peu peur parfois de se lancer dans l'improvisation, dans la composition, parce que ça n'a pas fait partie de notre propre cheminement. Donc, si j'avais commis l'erreur, je dirais, de m'en tenir à l'interprétation avec cet élève-là, je n'aurais pas découvert à quel point il a de bonnes idées de composition, à quel point il est ouvert à tout ce qu'il entend, à différents styles. Donc, c'est important pour moi, finalement, d'exploiter ce côté-là de sa créativité. Donc, première chose, c'est une composition. Deuxième chose, c'est un enregistrement maison. Donc, ça a été fait à la maison. Papa, dont je vais vous parler dans quelques secondes, a commandé un bon micro enregistré à la maison, tout comme je le fais en ce moment pour ce podcast-là avec vous. Donc, un enregistrement maison. Et le dernier ingrédient, mais non le moindre, dont je vais d'ailleurs parler dans un prochain épisode, c'est l'implication de papa. Donc, je ne parlerai pas uniquement de ce papa-là, mais c'est juste pour dire que son père, Martin, est très, très actif. Et donc, en ce moment, on a donc un projet, une composition de l'élève enregistrée à la maison avec un membre de la famille qui participe. On a là 3 ingrédients absolument fondamentaux pour aider nos élèves à poursuivre leur leçon de musique. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'impliquer mon élève dans le projet du podcast et ensuite de vous parler de ce contexte-là que je trouve tout à fait intéressant à reproduire à différentes échelles sur le plan pédagogique. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à des questions à inclure dans votre enseignement pour, en fait, préparer l'élève à travailler de façon autonome. Ces questions-là auront un double avantage, c'est-à-dire un avantage important pour l'enseignant ou l'enseignante et un avantage très important aussi pour l'élève. D'abord, commençons par vous, les professeurs. Comprendre ce qui se passe dans la tête de votre élève est, selon moi, un élément absolument fondamental d'une pédagogie efficace. Il faut savoir ce que nos élèves pensent, ressentent, vivent aussi, même, j'oserais dire, dans le reste de leur vie pour voir s'il n'y a pas des liens qu'on peut faire avec ce qu'on est en train de leur enseigner. Donc, c'est important d'aller faire un tour dans la tête de notre élève pour s'assurer que tout se passe bien dans la tête de notre élève. Donc, on va poser ces questions-là
pour espérer donc intervenir sur la façon dont l'élève réfléchit à son jeu instrumental, en plus d'intervenir sur son jeu directement. Donc, je précise, l'idée, c'est en plus d'aider l'élève à jouer, c'est d'aider l'élève à bien réfléchir à son propre jeu. Et dans ce cas-ci, il y a un piège à faire attention. Attention au piège de ceux qui m'écouteront et qui diront « Oui, mais moi, j'ai l'expérience et je les sens, mes élèves. Je le sens quand ils ont compris ou pas. » Je vais vous dire, par contre, après des années à poser des questions à mes élèves, une des choses qui n'est jamais arrivée au fil des années, c'est que de finir par ne plus être surpris par les réponses. On est tout le temps surpris par les réponses que les élèves nous donnent à nos questions. C'est pour ça que j'ai toujours un très gros doute quand on me dit « Oui, mais moi, j'ai de l'expérience et je les sens, mes élèves. » Avec de telles questions, avec des questions comme celles dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vous qui devrez faire l'effort d'aller vers l'élève plutôt que d'espérer ou d'attendre parfois, et parfois c'est long, que l'élève fasse le chemin vers vous. Donc, c'est à vous de comprendre votre élève pour intervenir là-dessus et non pas à l'élève de comprendre vos explications. Donc, ça, c'est l'avantage pour vous. Poser des questions va vous aider à mieux comprendre plus indirectement, mais en fait directement. Indirectement parce que ça prend un peu plus de temps de poser des questions, mais directement, comment votre élève pense. Donc, vous avez le choix entre les deux. Dans les deux cas, ça va être bénéfique pour vous. Pour l'élève, maintenant, l'avantage principal de ces questions-là, d'entendre constamment et de façon répétée ces questions-là, c'est que ce sont des questions qui vont devenir un modèle de questions à se poser lorsque l'élève travaille de façon autonome. On veut, éventuellement, que vous et vos questions finissiez par apparaître un peu comme une bulle au-dessus de la tête de l'élève dans les dessins animés. Donc, finalement, que chaque fois que l'élève commence sa pratique, finit sa pratique, fait un nouvel essai ou termine ce qu'il vient d'essayer, on veut que les questions que vous lui posez constamment pendant les leçons lui reviennent en tête et qu'il se force un petit peu finalement donc à trouver la réponse par lui-même lorsque vous n'êtes pas là. Les questions dont on va parler aujourd'hui peuvent survenir à 4 moments distincts d'une leçon, soit au début et à la fin d'une leçon, et avant et après chaque essai que l'élève fait pendant le cours. D'abord, commençons par 2 questions gagnantes au début de la leçon. Pour amener l'élève à réfléchir sur sa semaine de travail, valoriser aussi son opinion, donc la réponse qui va donner, valoriser sa réflexion par rapport à sa semaine de travail, pour que l'élève aussi ait l'impression qu'on est là pour l'aider dans son projet musical et le guider vers l'atteinte de son objectif. Et finalement, pour que l'élève fasse le lien entre les résultats obtenus et les stratégies utilisées pendant son travail à la maison, on peut commencer par la magnifique question suivante. De quoi es-tu le plus fier? Ou de quoi es-tu la plus fière? On commence par ça. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier ou la plus fière cette semaine? Et la réponse de l'élève va être ce qu'on va commencer par faire au début du cours. Donc, votre réponse à la réponse de l'élève devrait être « Je veux entendre ça tout de suite ». Donc, tu es fier du travail que tu as fait dans ton Schubert. Eh bien, je veux entendre tout de suite ce que tu as bien réussi dans ton Schubert cette semaine. Donc, on commence par ça. Après que l'élève ait fini de jouer, une autre question que j'aime bien, une sous-question, c'est un peu comment est-ce que tu as travaillé ça pour avoir un si beau résultat? L'idée, c'est que l'élève fasse un lien entre les résultats positifs qu'il a observés, les résultats positifs aussi que vous allez encourager. Sûrement que quand il va finir de jouer, vous allez probablement dire « tu as vraiment raison d'être fier de ça ». Donc, faire le lien entre les résultats positifs et la stratégie qui a été utilisée dans la semaine pour y parvenir. Et même si vous aviez un plan pour le cours, hein, même si parfois on commence la leçon et on dit oh, « là, il faut vraiment qu'on travaille son Beethoven, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça », et si l'élève arrive et qui nous dit « je suis fier, par exemple, de mon Schubert », et là je dis Schubert, Beethoven, vous remplacerez ça par la pièce que vous voulez, même si l'élève nous arrive et qui nous dit « je suis fier de ça », on commence par se pencher là-dessus. On prend quelques minutes pour entendre ce qui l'a rendu fier, même si votre cours dure 30 minutes. Donc, commencez par la fierté de l'élève de sa semaine. Deuxième question.
Là, on a donné de l'importance à ce qui a rendu l'élève fier. On veut aussi amener l'élève à réfléchir à ce qui a peut-être plus ou moins bien été pendant la semaine. Ça se peut qu'il ait rencontré des défis, des difficultés. Et là, ce qu'on veut, c'est finalement lui faire réaliser qu'on est là pour l'aider dans ses difficultés. Donc, deuxième bonne question. Après, de quoi es-tu le plus fier ou la plus fière? Selon toi, qu'est-ce que tu aurais besoin qu'on travaille pendant la leçon d'aujourd'hui? Et encore une fois, si l'élève nous répond « J'ai eu de la misère avec telle ou telle chose dans ma pièce », on poursuit par ça. Donc, de quoi es-tu le plus fier? On l'écoute. Très souvent, il n'y aura pas beaucoup de temps qui va être nécessaire. Après que l'élève nous ait joué ce dont il est le plus fier, souvent, la réponse, ça va être « T'as vraiment raison d'être fier, c'était beau ». Donc, on perdra pas beaucoup de minutes, souvent, à discuter avec ça. Mais par contre, quand l'élève vit des difficultés, c'est important qu'on amène une ouverture dans le cours pour que l'élève nous en parle et qu'on aborde ces difficultés-là. Donc, même si, encore une fois, vous saviez que vous deviez voir, je pense que j'ai dit le Beethoven tantôt, là, il y a eu de la misère il est fier de son Schubert, on l'a écouté, il y a eu de la misère dans quelque chose dans son bac, on travaille sur ce qu'il nous a amené comme difficulté. Donc, je commence volontairement par la question de la fierté parce que je pense que on aura peut-être plus de chances, en fait, que l'élève soit ouvert à travailler les difficultés après avoir montré le positif et reçu vos encouragements et vos éloges, peut-être. Et pour les élèves, en fait, ces questions-là correspondent à une évaluation de leur semaine de travail, puisque au début de la leçon, c'est la fin de la semaine de travail, et maintenant, ce dont on va parler, ce sont donc les questions qui vont terminer la leçon et donc qui vont commencer la semaine de travail. Passons maintenant à une troisième question gagnante, cette fois-ci à poser en fin de leçon. Comment vas-tu travailler ceci? Donc, si vous terminez le travail d'une pièce, si vous terminez la leçon de façon générale, donc ou le travail sur une pièce en particulier, on devrait tout le temps terminer ce travail-là par la question « Comment vas-tu le travailler? » Et surtout pas la question « As-tu bien compris? » Est-ce que c'est clair? Le genre de question à réponse oui, non, dont on veut éviter ça. L'élève sait qu'il doit répondre oui pour passer à un autre appel. Donc, on va l'amener à développer davantage sa réflexion en posant la question « Comment vas-tu travailler ta pièce ou tes pièces cette semaine? » L'idée, en fait, c'est de vérifier et de corriger, s'il y a lieu, la conception de l'élève de la stratégie ou des stratégies à adopter dans son travail de la semaine. Et comme l'élève nous quitte souvent pour 6 jours de travail à ce moment-là, peut-être 7 même si l'élève travaille la journée de la leçon, c'est une question essentielle et qui mérite du temps à la fin de la leçon. Donc, plutôt que et malheureusement, j'entends ça souvent, plutôt que de passer notre matière à la fin du cours, il nous reste 5 minutes, on n'a pas vu telle ou telle pièce, et là, on la voit de façon très, très, très précipitée au lieu de faire une conclusion. Je vais vous suggérer très fortement de prendre une petite note mentale ou une petite note dans le cahier de l'élève ou dans votre propre cahier de dire oui, au prochain cours, on doit absolument voir la pièce que je n'ai pas eu le temps d'aborder aujourd'hui, mais terminez vos leçons, qu'elles durent 30 minutes ou 1 heure, terminez vos leçons par une révision faite avec l'élève, entre autres avec la question « Comment vas-tu le travailler? » Pour vérifier comment l'élève compte aborder sa semaine de travail, s'assurer que tout est bien clair, que tout est bien compris. Tout ça est beaucoup plus important et surtout beaucoup plus utile pour l'élève et même pour vous que de passer votre matière très rapidement à la fin du cours. Peut-être mentionner que pendant que l'élève nous donne sa réponse à la question « Comment veux-tu le travailler? », vous pouvez peut-être prendre sa réponse en dictée, c'est-à-dire écrire les recommandations qu'il fait. Vous pouvez le prendre de façon écrite dans son cahier de l'élève ou même de façon électronique avec un petit courriel envoyé aux parents après, mais donc de prendre le temps à la fin de la leçon ou peut-être une suggestion à plusieurs moments durant la leçon. Par exemple, quand on termine le travail sur la technique ou la pièce A, la pièce B, ainsi de suite, on peut faire ces mini-conclusions-là pour prendre le temps de prendre des notes cette semaine. Donc, tu vas travailler la pièce en utilisant telle ou telle stratégie. On l'écrit pendant que l'élève le révise verbalement et nous, on prend des notes et ça devient finalement le cahier de devoir de l'élève automatiquement, mais c'est l'élève qui nous aura dicté ce qu'on doit écrire dans la semaine et vous complétez évidemment s'il manque quelque chose.
Nos 3 premières questions suggérées ont donc porté sur le début et la fin de la leçon. Maintenant, pour les 4e et 5e questions que je vais vous suggérer, on va se concentrer sur les multiples essais, les multiples répétitions que l'élève va nous faire pendant le cours. Donc, avant de jouer, dans des épisodes précédents, on a parlé, entre autres, de l'importance d'avoir un pourcentage d'essais réussis élevé. On a illustré ça par l'idée des UP contre les Whoopalai, donc les équipes qu'il y a dans le cerveau pour s'assurer que le nombre de répétitions positives est toujours plus élevé que de répétitions ratées. On a parlé aussi que tout doit être facile. Tout ça peut être préparé et en fait, tout ça peut être enseigné de façon répétée avec la question très, très simple. Comment vas-tu t'assurer de le réussir? Avant que l'élève joue, comment vas-tu t'assurer de le réussir? L'élève va donc devoir faire un choix stratégique, un choix de stratégie pour répondre à votre question. Et on ne doit pas accepter de « on verra ». On ne doit pas accepter de « je ne le sais pas ». On veut une réponse du genre je vais juste jouer ces 4 mesures-là, je vais jouer ça super lentement, je vais par exemple juste nommer le nom des notes, je vais juste faire la main gauche ou la main droite, je vais juste faire l'archet seul. Donc, peu importe quelle est la réponse de l'élève, on veut que ce soit une réponse qui vise à choisir une stratégie. Pour le professeur, ça permet donc d'observer quels sont les raisonnements fréquents de l'élève lorsqu'on n'est pas avec lui ou avec elle. Donc, l'avantage pour l'élève, c'est de devoir tout le temps, lors de la leçon, faire des choix stratégiques éclairés, en espérant qu'à force de lui poser cette question-là, éventuellement, pendant la semaine de travail, en notre absence, il va avoir la réflexion, il ou elle va avoir la réflexion. Bon, là, je dois réussir. Qu'est-ce que je vais faire pour réussir? Donc, avoir tout le temps ça en tête, c'est l'avantage pour l'élève. Et pour vous, ça vous permet de voir comment mon élève réfléchit lorsque je ne suis pas là. Je termine volontairement en grand avec la 5e et dernière question, la question que je considère la plus fondamentale pour transformer votre pédagogie et j'oserais dire à l'écoute de mes étudiants de niveau universitaire qui parfois, lorsqu'on en parle de cette question-là, se sentent victimes de ne s'être jamais trop fait poser la question pendant leur cheminement. La question qui peut transformer la destinée de vos élèves et de façon plus large la place de la musique dans le cœur d'une nouvelle génération de musiciens. Et puis, qu'on pourrait traduire au Québec par « Pi ». Vous pouvez ici aussi, évidemment, poser la question plutôt de façon plus correcte, c'est-à-dire « Qu'est-ce que tu en penses? » Mais dans tous les cas, que l'élève se fasse poser la question « Et puis, Pi » ou « Qu'est-ce que tu en penses? » Ou même, j'oserais dire, après quelques années d'entraînement, le fait de juste regarder l'élève et l'élève sait qu'il ou elle doit donner son opinion. Donc, l'élève fait ce qu'on appelle, dans ce temps-là, une auto-évaluation. Et cette auto-évaluation-là, donc donner son opinion sur son propre jeu, il ou elle le fait avec vous, donc devant vous lors du cours et surtout, idéalement, avant vous. Vous aurez l'occasion de donner votre opinion quelques secondes après, mais ce sera vraiment intéressant pour l'élève d'avoir vos commentaires sur ce qu'il ou elle pense de son jeu, donc sur son opinion sur son jeu. Vous allez donner votre opinion sur son opinion plutôt que de donner votre opinion directement sur son jeu. Par observation, je vous dirais que malheureusement, lorsque, au fil des années, lorsqu'on s'habitue en tant que musicien à ce que lorsqu'on finit de jouer, notre professeur, avec plein de bonnes intentions, je dois dire, donne tout de suite son opinion, va tout de suite donner un commentaire. L'espèce de réflexe de s'auto-évaluer, le muscle de l'auto-évaluation, finit par ratatiner et se flétrir et finalement ne plus servir à rien. On devient finalement un peu dépendant, malheureusement, à la longue de la rétroaction des commentaires de notre professeur si on n'est jamais sollicité sur ce plan-là par notre enseignant. Donc, en posant cette question-là, vous amenez l'élève à formuler une opinion. Vous amenez l'élève à se poser cette question-là après chaque répétition pendant son travail instrumental. Donc, vous courez la chance qu'il ou elle ait le réflexe de penser « mais qu'est-ce que j'en pense ?» après chaque répétition pendant sa pratique. Pour vous,
encore une fois, c'est une occasion en or d'entrer dans la tête de l'élève, de voir qu'est-ce qu'il ou elle pense de son jeu. Et donc, ce qui est toujours intéressant aussi là-dedans, c'est que je peux vous assurer que, et c'est quand même positif, vous serez probablement très souvent, voire toujours surpris de la réponse. Et je dis que c'est positif parce que si vous êtes surpris de voir que votre élève est un peu, comme on dit dans le champ, qui est complètement hors propos dans ce qu'il ou elle pense, c'est une information importante pour vous. Et à l'inverse, si votre élève vous surprend, c'est intéressant pour vous aussi. Il peut arriver parfois que votre élève vous sorte quelque chose de très poussé. Il se peut que, par exemple, votre élève dise, si vous avez un élève avancé, je ne suis pas sûr que j'ai fait cette trille-là comme on doit le faire dans la musique baroque allemande de 1730. Oui, c'est impressionnant, mais si l'élève vous répond ceci après avoir joué sa pièce avec les épaules complètement tendues, on se rend compte que son attention n'est pas du tout portée sur ce qui est fondamentalement plus important que l'exécution de la trille dans une perspective musicologique correcte. Donc, c'est de voir en fait ensuite le décalage possible qu'il peut y avoir entre votre opinion sur le jeu de l'élève et l'opinion que l'élève se fait de son propre jeu. Et ça, c'est important de rectifier les choses là-dessus si vous vous rendez compte qu'il y a un décalage parce que il faut se rappeler que oui, vous êtes l'enseignant pendant parfois 1 heure, voire même parfois seulement 30 minutes par semaine. Vous êtes l'enseignant de votre élève, mais pour tout le reste de la semaine, c'est l'élève qui s'enseigne lui-même lorsqu'il ou elle répète à la maison. Donc, bien préparer l'élève à s'auto-enseigner, c'est selon moi la tâche la plus fondamentale à accomplir pour un enseignant ou une enseignante. La suite ensuite de cette question-là, donc après que l'élève ait répondu et que vous ayez peut-être un peu discuté, on peut revenir à la question précédente, la question 4. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour t'assurer de le réussir? Donc, l'élève a donné son opinion, vous avez donné la vôtre, et là, on recommence. Et avant de recommencer, on peut réitérer la même question. Comment vas-tu t'assurer de réussir? Ou encore, qu'est-ce que tu choisirais de faire maintenant que tu as réussi? Si l'élève a réussi une première fois, nous, on sait que la bonne réponse, c'est « je vais le répéter pour consolider mes réussites ». Donc, je vais répéter ma réussite encore. L'élève peut vous répondre « je vais le répéter 3 ou 4 fois de suite ». C'est une bonne réponse. Et une fois que l'élève a vraiment très bien réussi, bien là, il faut voir avec cette question-là quel genre de nouvel objectif qu'il ou elle va se fixer pour l'essai suivant. Donc, information très importante pour vous. Qu'est-ce que l'élève pense? Est-ce qu'il y a un décalage? Et ensuite, question suivante, qu'est-ce que tu ferais, dans un sens, si je n'étais pas là, pour voir comment l'élève construit ensuite ses autres objectifs pour le reste de son travail? En résumé, les 2 questions qu'on vient d'aborder, donc d'abord, comment vas-tu t'assurer de réussir et qu'est-ce que tu en penses? Ce cycle-là, donc évidemment, c'est des questions qui se suivent tout le temps au fil des répétitions, vont devenir un espèce de modèle pour l'élève pour la façon efficace de réagir face aux erreurs et aux réussites pendant le travail instrumental. Maintenant, petite expérience personnelle que je peux vous partager par rapport à ce genre de questions-là. Expérience personnelle. J'ai eu un élève, donc, pendant plusieurs années, un élève qui était, je dois dire, adulte, assez avancé. Et cet élève-là, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, il faudrait lui demander, j'oserais dire, subi le début de ma formation en pédagogie, c'est-à-dire le moment où j'ai découvert le pouvoir des questions. Et j'ai peut-être, avec du recul, j'ai peut-être un peu trop compris le pouvoir des questions. C'est-à-dire que dans mon enseignement, je n'osais presque plus rien affirmer. Je ne faisais que poser des questions. Cela dit, avec cet élève-là, j'ai trouvé ça remarquable, les effets que j'ai pu observer à long terme chez lui. Donc d'abord, je lui posais les questions dont je vous ai parlé aujourd'hui. Comment vas-tu t'assurer de le réussir? Qu'est-ce que tu en penses? Et éventuellement, c'est devenu de plus en plus court, en fait. J'avais juste à dire. Et puis, après ça, j'avais juste à lever le menton un peu, un petit coup de menton en l'air quand il avait fini de jouer et il savait qu'il devait faire une auto-évaluation avant moi. Et j'oserais dire qu'au fil des années,
D'abord, au fil des mois, je ne veux dire pas nécessairement années, parce que ça prend juste parfois quelques semaines, quelques mois au pire pour voir un changement dans l'attitude de l'élève lorsqu'on prend la peine de poser ces questions-là. D'abord, cet élève-là, il anticipait mes questions. Je n'avais presque plus besoin de parler. Et au fil du temps, je dirais que nos cours ressemblaient à peu près à ceci. Il entrait dans le cours, bon, évidemment, là, comment ça va, ainsi de suite, on jase un peu, mais après ça, c'était bon. Cette semaine, j'ai fait ça. Ça, j'ai fait ça. Ça a super bien été. On va commencer par ça. Après ça, dans cette pièce-là, il y a eu ça que j'ai eu de la difficulté. Ça, je vais avoir besoin de tes conseils là-dessus. Mais donc, on va l'essayer. Fait que là, il me jouait sa fierté, il me jouait sa chose la plus fière. Donc, ouais, ça, vraiment, je pense que ça a bien été. Maintenant, je vais te jouer ce qui allait plus ou moins bien. En fait, j'ai essayé 2-3 choses. Je suis allé voir sur YouTube 2-3 exemples, mais j'ai pas nécessairement su lequel était le meilleur. Et là, l'élève joue, l'élève finit de jouer. Bon, là, ça, vraiment, je l'ai raté complètement. Là. Je vais le recommencer plus lentement, et ainsi de suite. Donc là, je pourrais continuer avec des exemples à plus finir, mais l'élève, j'oserais dire avec le temps, venait presque me voir plus pour une deuxième opinion. Donc, j'avais tellement posé des questions à cet élève-là que je n'avais même plus besoin de rien dire dans mes cours. Donc oui, évidemment, parfois, je donnais mon opinion, je l'aidais et tout ça, mais justement, je pouvais donner mon opinion de façon un peu plus directive. Je pouvais m'en permettre un peu plus dans mes commentaires parce que je savais que c'était un élève qui savait s'auto-enseigner pendant la semaine lorsque je n'étais pas là. Donc, le fait d'avoir pris la peine pendant quelques semaines et quelques mois d'être assez intense, j'oserais dire, sur les questions, ça a fait en sorte que cet élève-là est devenu ce qu'on peut appeler autorégulé. On va parler éventuellement de l'autorégulation. Il est devenu pratiquement autonome dans son apprentissage. Et oui, il avait besoin de moi pour le pousser plus loin, pour amener des nouvelles idées, ainsi de suite, mais toute la gestion du travail instrumental, il faisait finalement un très grand bout de chemin par lui-même avant de venir me voir. Donc, plutôt que d'être un peu plus passif et que malheureusement, là, on se retrouve comme professeur à devoir tout le temps un peu tirer sur nos élèves pour les faire avancer, lui, c'était carrément... il avançait et je l'aidais quand il avait besoin d'aide, mais il faisait un très gros effort déjà par lui-même à l'avance. En conclusion, ces questions-là prennent du temps. J'en conviens, cela prend du temps. Mais lorsque l'élève quitte votre cours sans trop comprendre peut-être quoi faire et comment le faire, et quand le travail de la semaine n'est pas très optimal, je vous pose la question, elle est où la vraie perte de temps? Donc, si, entre guillemets, vous perdez 5 minutes à la fin du cours pour aider l'élève à bien planifier sa semaine de travail, si vous perdez une petite minute entre chacun des essais qu'il ou elle fait dans le cours avec vous pour discuter de son auto-évaluation et de la façon dont il ou elle voit son jeu. Si vous prenez la peine au début du cours de vous informer sur ses conclusions, ses propres conclusions de sa semaine de travail, vous aidez votre élève donc à gérer efficacement sa semaine de travail. Il faut rappeler qu'on passe une heure par semaine parfois avec l'élève. Il y a 167 autres heures dans une semaine où l'élève doit s'arranger par lui-même ou par elle-même. Oui, il y a les parents, oui, il y a les activités, il y a l'école et ainsi de suite, mais il reste quand même que l'élève ne peut pas compter sur votre support entre les cours pour travailler efficacement. Donc, plus on aide l'élève à se préparer à ceci lors des leçons, plus on aura une semaine de travail efficace. Et probablement qu'après ça, on pourra aborder des sujets de plus en plus complexes dans nos leçons parce que le b.a.-ba de la pratique aura été bien géré par l'élève. Donc, en guise de réelle conclusion, je vous invite à aller dans la nouvelle section ressources de mon site internet musicienstratégique.com où je vous ai préparé un petit document que vous pourrez peut-être faire imprimer et peut-être coller au mur derrière votre élève. Donc, dans votre local d'enseignement, si l'élève est assis à un endroit, je vous suggère de coller cette petite feuille-là si vous voulez avoir un petit rappel des questions gagnantes. Et j'oserais même aussi vous suggérer une expérience, un fait vécu qui donne toujours des résultats drôles. C'est que vous pouvez en parler à vos élèves que vous devez maintenant lui poser davantage de questions et je vous jure que vos élèves vont se faire un plaisir de vous rappeler
de leur poser des questions si vous ne le faites pas. Donc, j'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que ça vous intéressera, en fait, de commencer à peut-être appliquer un peu plus l'idée de poser des questions dans vos prochains cours. Je tiens à remercier mon ami Jean-Sébastien Potvin de Vonti Productions pour la post-production de l'épisode et je vous laisse encore sur la composition de mon merveilleux élève Thomas en vous souhaitant un bon travail et en vous souhaitant de prendre soin de vous.